Seulement 4 matchs NBA au programme la nuit dernière. Shai, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la nouvelle défaite des Sixers. Les Sixers qui se retrouvent avec leur pire bilan depuis le début de la saison. Ils ont à 13 victoires, 13 victoires de retard sur les 50% de victoires. Défaite contre les Raptors en plus, à domicile, 103-106, alors que pourtant Joel Embiid était là, Tyrese Maxey était là et Paul George était là. Tout le monde était là, c'est ce qui est inquiétant parce que dans les excuses potentiellement avancées ou avançables depuis le début de la saison, il y a le fait que les trois ont, je sais pas combien de matchs ils ont joué ensemble, mais c'est quand même très faible. Ils pouvaient dire, on n'a jamais eu notre trio en même temps, on a eu les blessures, etc. Là, le trio est là et ça perd à domicile contre les Raptors, qui eux-mêmes étaient sur une mauvaise série. Le match était évidemment prenable. À la fin, ça se joue à pas grand-chose. Je veux pas accabler Joel Embiid, qui finit avec 27 points, 12 rebonds, un peu de maladresse, mais il y a la dernière action où ils sont à -2, il a la balle, on peut dire qu'il est quasiment ouvert à 3 points, il refuse le tir, il drive et il s'en mêle les pinceaux, il perd la balle et derrière le match est plié parce que Grady Dick obtient de lancer, il en met un et c'est terminé. Ça fait 4 défaites consécutives, tu l'as dit, 13 matchs en dessous d'un bilan qui serait à l'équilibre. Alors, la chance des Sixers, c'est que les Bulls sont au moins aussi mauvais qu'eux et que du coup, ils sont pas totalement décrochés de la course à la 10e place. C'est un peu triste de dire ça, la course à la 10e place pour les Sixers qui sont arrivés avec une ambition importante en début de saison, mais c'est un peu leur espoir parce qu'ils sont trop, leur bilan est trop bon pour vraiment tanker contre des équipes comme Washington, Charlotte et toutes les autres. Ils possèdent pas leur pic. Ils ont pas leur pick. Il revient au Thunder. Après, il pick. est peut-être protégé top 6. Peut-être qu'il y a une protection dessus. Ouais. Mais bon. Bon, dans tous les cas, c'est pas une situation très enviable. Mais voilà, donc ils ont intérêt à lutter pour la 10e place finalement pour essayer de créer la surprise en playoff. Mais même ça, c'est difficile. Leur chance, c'est que Chicago, dont on parlera après, est au moins aussi catastrophique. Voilà. Mais en fait, quelle surprise. Et là, moi, aujourd'hui, je suis au stade où ils peuvent atteindre le playoff via le play-in. C'est encore un scénario plausible, mais qui est quand même lointain. Parce qu'il faut déjà se qualifier, rentrer dans les 10. Et ensuite, gagner 2 matchs de play-in, du coup. Parce que je vois pas. Enfin, après, Philippe est encore monté jusqu'à la 8e place. Mais. Et derrière, quelle surprise tu vas créer, en fait, contre Cleveland ou Boston? Les Sixers, aujourd'hui, le visage montré par les Sixers, il y a un monde avant même d'être capable de contester Cleveland ou Boston. Je veux dire, tu termines pas non plus 8e, 9e, 10e complètement par hasard. Bien sûr, on a vu récemment des équipes sorties du play-in aller loin. Les Lakers et le Heat la même année en 2023, c'est quand même les deux très rares exceptions. Des franchises qui terminent 7e, 8e de leur conférence, qui vont au-delà du premier tour, il y en a très très peu. Ce sera au moins pour sauver les apparences, c'est pour ça. Enfin, c'est pas parce qu'ils font le play-in et qu'ils sortent rapidement qu'on va dire ça va, finalement leur saison est bien, c'est prometteur pour la suite. Non, ça risque de bouger dans tous les cas s'il n'y a pas une campagne miraculeuse, mais ne serait-ce qu'au niveau du coaching staff. Leur saison serait moins pire, effectivement. C'est clair que s'il n'y a pas de playoff, c'est vraiment catastrophique, mais il y a des vraies questions à se poser du côté des Sixers sur la construction de cet effectif, sur qu'est-ce qui doit être fait cet été, quelles décisions doivent être prises avec le coach, avec les joueurs. Ils viennent de signer Paul George pour un montant astronomique. Il est une caricature de lui-même. Tyrese Maxey est bon. Alors hier soir, il fait 1 sur 9. Il met fin à sa série de 18 matchs de suite à 25 points ou plus. Les Sixers seraient très confiants sur leur capacité à prolonger Yabusele. Ils ont intérêt à envoyer les sous. Ils ont intérêt à mettre les sous parce qu'à mon avis, il va quand même être convoité, Gershon, avec la saison qu'il fait. Ouais, j'imagine qu'il va pouvoir toucher 10 millions à la saison, effectivement, des choses comme ça. Mais j'ai du mal à comprendre quelle direction prendre. Je me dis que là, c'était quand même l'année où tu pouvais prétendre, tu vois, Joel Embiid, Paul George, tu dis que plus les saisons passent, voilà, tu vois, c'est quand même des joueurs très souvent blessés. Alors, ils ont chacun, j'imagine, encore quelques belles saisons dans les jambes, mais combien? Tu l'as dit, en fait, Paul George, quand on réfléchit, c'est la première saison d'un contrat de 4 ans à 211 millions de dollars. Donc, il faut espérer et souhaiter pour lui et pour les Sixers que cette saison, ça a été un accident, qu'il y a quelque chose de presque conjoncturel avec, je sais pas, le coach, les blessures et que ça va aller après, mais ça ressemble à un début de catastrophe, d'accident industriel, tout ça.
Pour les Raptors, il y a eu 33 points de Scottie Barnes, quand même, on peut le souligner. Scottie Barnes qui est toujours le patron de cette équipe. Ça me permet de rebondir un peu sur la prolongation de Brandon Ingram. Je comprends pas le trade, je comprends la prolongation, mais de toute façon, c'était évident qu'il allait prendre un sacré tarif et 120 millions. Mais il fait partie des. Enfin, les Raptors font 120 partie millions sur des. 3 ans, évidemment, pas sur une Ouais. année. Ça n'existe pas Ça encore fait. comme contrat. C'est ça, ça fait quand même 40 millions la saison, ce qui paraît beaucoup pour un joueur qui a pas montré ou pas pu montrer dernièrement qu'il les méritait. Moi, tu sais, je fais partie des gens qui croient encore un peu en lui, quand même. En tout cas, en tant que joueur important, ou ne serait-ce que All-Star déjà. C'est pas gagné parce que là, il a pu afficher le niveau. Tu sais combien de fois il a été All-Star? Une fois ou deux? Une seule fois All-Star, Ouais. Brandon Ingram. C'est pas un multiple All-Star, Non, genre qui a non. été plein de fois de suite All-Star. Hein. Il est une fois All-Star, il a emmené 2 fois les Pelicans en playoff, dont l'an dernier ou il y a 2 ans où il est absolument cataclysmique en playoff. Il est genre à moins de 15 points ou à 15 points de moyenne. Enfin, pardon, je t'ai coupé, mais. Non, mais aucun souci. Je disais juste, je comprends le scepticisme, il est logique. Hein. Je pense que les Raptors s'accrochent à une image de Brandon Ingram qu'ils ont et ils ont une vision que pour l'instant nous on n'a pas. J'ai l'impression, c'est-à-dire que ce serait complémentaire avec Scottie Barnes qui est effectivement très bon et qui est la pierre angulaire de leur projet. Mais ouais, je suis curieux de voir comment ils vont réussir à intégrer Ingram là-dedans. Est-ce qu'après, peut-être qu'ils se disent que dans tous les cas, sur 3 ans, il a que 27 ans, peut-être qu'ils vont pouvoir retransférer le contrat si ça se passe pas comme ils veulent ou s'il n'y a pas l'alchimie qu'ils espèrent. T'as vu comment les Bulls, ils ont galéré à retransférer le contrat de Lavine? Zach Lavine, il a été bon, hein, il a été plus fort que Brandon Ingram sur ses dernières saisons, Zach Lavine. Mais comme il était payé 45 millions l'année, pendant longtemps, Zach Lavine, fallait mettre des pics pour pouvoir se séparer de son contrat. Tu vois, il y a des équipes qui demandaient des pics pour accepter le contrat de Zach Lavine. Alors au final, ils ont réussi à le transférer. Tu vois, je sais que vous êtes outrés que les Bulls n'ont pas récupéré de pic, mais c'est déjà une évolution, que ne serait-ce qu'ils n'aient pas eu à lâcher un pic pour transférer Zach Lavine. Alors Ingram, oui, effectivement, si Ingram joue très bien, sachant que le cap va augmenter, que son contrat à 40 millions, au final, c'est pas non plus 50, 55, tu vois, il aurait il aurait pu prendre plus. Non, je pense T'es fou, ouais. il n'aurait pas pu prendre plus, mais tu vois, il y a des contrats encore plus élevés que ça. Effectivement, s'il est très bon, peut-être que soit Toronto, s'il est très bon et que ça tire l'équipe vers le haut, Toronto se dira, voilà, la preuve, Toronto aura fait une belle opération. S'il est très bon, mais que ça tire pas l'équipe vers le haut, Toronto pourra effectivement récupérer quelque chose. Ils ont cédé quand même un pic, mais pas non plus 3 en l'échange de Brandon Ingram. Mais s'il est juste lui, le même lui que ces derniers temps, c'est-à-dire très souvent blessé, productif en termes de stats, dans le sens où il a plus de 20 points, mais sans être forcément un joueur très intéressant, non, tu n'arriveras pas à le refourguer, ou alors contre des trucs mineurs, quoi. Il y a les stats qui sont pas inintéressantes, malgré les blessures. Pendant le match entre les Raptors et les Sixers, là, donc il était présent sur le banc, et ils avaient fait un affichage sur les 4 dernières saisons en moyenne, donc il a au moins 20 points, 5 rebonds, 5 passes, et il y a que Doncic, LeBron, Jokic, c'est peut-être Lamelo, je crois, qui sont dans ces trucs-là. Bon, c'est des stats qui veulent pas forcément dire grand-chose, à part qu'il est productif quand il est là. Ça veut pas dire qu'il fait gagner son équipe, mais il est capable d'être productif. Et voilà, je me répète sur lui. C'est juste qu'il y a eu des phases où je l'ai vraiment trouvé très, 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 très fort individuellement, sans qu'il fasse des Pelicans un contender. Peut-être que les Raptors et Masai Ujiri se disent dans tous les cas exposé, c'est-à-dire soit il redevient ce joueur-là et il s'imbrique dans un truc dans une dynamique où on commence à progresser, à être une équipe plus intéressante, ou alors il est bon individuellement mais ça prend pas, du coup on peut le retrader contre autre chose. Il a peut-être cet espoir-là, peut-être qu'il se dit je suis un meilleur GM que celui des Bulls et je vais réussir à en tirer plus. 40 millions, c'est beaucoup d'argent. 40 millions sur 3 ans, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Pour un joueur de 27 ans, certes, mais il faut espérer surtout qu'il aura plus de problèmes de blessure, que même mentalement, il avait quand même le moral fracassé. Hein, la campagne avec Team USA, là, la tronche qu'il tirait au mondial, et même dès la préparation, en disant qu'il n'avait pas l'habitude de ce rôle-là et tout ça, c'était pas très encourageant, c'est sûr.
Yes, on verra ce que ça donne. Les Knicks ont battu les Pacers 128-115. On a le carton de la soirée, c'est celui de Karl Anthony Towns. 40 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Il a complètement dominé dans la peinture. Les Knicks, voilà, qui se sont détachés dans le 4e quart-temps notamment. Ils ont gagné tous les quart-temps, mais Indiana était longtemps dans le coup et c'est sur la fin que New York s'est détaché. Ouais, il manquait Miles Turner. Il manquait Miles Turner du côté des Pacers, ce qui est pas pratique pour essayer de défendre le meilleur intérieur adverse. Et Kat nous a fait un joli carton. Jalen Brunson a été gêné par les fautes, donc il a pas pu trop contribuer, mais il y avait Josh Hart qui finit avec 30 points et pas mal de stats comme il sait faire. 30 points, 10 rebonds, 5 passes. Ouais. Voilà, à 12 sur 16. Voilà. Ouais, puis voilà, les Knicks continuent de carburer tranquillement. Pour une fois, il y a eu un peu d'apport du banc. Miles McBride qui a pris le relais de Brunson, comme tu l'as dit, gêné par des fautes. Il a mis 15 points. Il y a 11 points de Landry Shamet qui existe encore, oui. Cet homme est toujours en NBA. Chicago, allez t'en parler, a pris une pilule monumentale contre Détroit, 132-92, 40 points d'écart. Les Bulls. Horrible. 24 points de Malik Beasley, 20 points de Cade Cunningham, pardon. T'as vu le score à la mi-temps? 67 à 29, je crois. 71 à 29. Donc c'est le plus gros écart, le plus gros retard accusé par les Bulls dans leur histoire à la mi-temps d'un match à domicile. C'était à domicile contre le voisin qui est un rival aussi, même si c'est des vieilles rivalités. Voilà, rival historique, techniquement, il n'y a pas vraiment de. Enfin, sportivement, c'est pas les plus gros rivaux actuellement. Mais 71-29 à la mi-temps, puis ça s'est à peine réduit après, quoi. Ça finit à 132-92 à domicile. C'est très très dur. Je pense qu'au niveau des GM, parmi les impopulaires à Chicago, c'est pas mal aussi. Hein. Karnisovas et celui dont j'ai oublié le nom et que j'ai confondu avec un ancien joueur de Manchester United, Mark Eversley, c'est ça? Ouais, je crois. Bref, peu importe le tandem. Ils vont regretter Garpax. Tu te rappelles de Garpax à l'époque? Gar Forman et John Paxson. Et pourtant, faut le faire pour regretter Garpax. Hein. Mais la fin, en tout cas, la fin était un peu apocalyptique pour eux, ouais. Mais c'est triste de voir des franchises un peu historiques comme ça en galère. Bref, on a déjà dit plein de fois qu'on a envie de voir les Bulls avec un vrai projet, quelque chose d'enthousiasmant. Là, c'est pas le cas. Là, même s'ils ont commencé à solder un peu, à faire un petit lifting, c'est pas encore assez. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la chance des Sixers, c'est que les Bulls sont catastrophiques et franchement, regarde l'effectif des Bulls. Je peux vous le citer, hein. Je peux vous citer l'effectif des Bulls et vous me dites si ça c'est une équipe de play-in. Matas Buzelis qui sort de J-League, qui commence à prendre en puissance, mais ça reste un rookie. Je vais écarter volontairement pour l'instant Nikola Vucevic parce qu'il y avait moyen de le transférer. Kobe White, qui ressemble typiquement au genre de mec qui peut scorer dans une équipe nulle. Ayo Dosunmu, Josh Giddey, Zach Collins, Jalen Smith, Patrick Williams, Dalen Terry, Julian Phillips, Talen Horton-Tucker, Javon Carter, Trey Jones, Kevin Huerter. C'est une équipe de 9e homme. C'est une équipe de 8e, 9e homme. Tu mets des gars, tous ces gars-là individuellement, ça peut être un bon 9e homme dans une franchise. Et eux, ils ont une équipe de 9e homme, à l'exception évidemment de Kobe White, Vucevic. Même, tu sais, Giddey, c'est évidemment plus qu'un 9e homme, mais c'est pas non plus. Giddey, c'est un 5e, 6e mec d'une équipe forte, et encore, tu vois. Ouais. Et peut-être même 7e, Josh Giddey, c'est à terme, tu vois, qui avait du potentiel, enfin, qui a du potentiel. Et cette équipe-là, elle aurait été taillée pour être nulle. Mais non, comme d'hab, les Bulls je sais pas, ont commencé la saison sur autre chose. Et ils vont être mauvais sur la fin de saison, mais ils vont pas avoir un pic dans les 3 premiers, sauf énorme coup de chance à la loterie. Et ils auront toujours pas de direction claire. Si tu draftes le 5e choix, est-ce que tu as vraiment le mec qui te... Bah oui, des fois ça arrive, tu vois, on verra. C'est un peu tôt pour juger, mais t'as pas le mec autour duquel tu construis ta franchise de demain. Non, donc il faut trader autant qu'encore une année après, tu vois, c'est... Faut trader, enfin, Vucevic, bon là sur ce match-là, il y était pas. En plus, c'est extrêmement rare Vucevic à 4 sur 15, ça arrive pas souvent, c'est quand même un joueur très fiable offensivement. Josh Giddey, bon, tu l'as dit, pour moi, c'est un de ceux c'est pas des 9e hommes, c'est juste qu'il leur faut un cadre compétitif quand même. C'est pareil pour Vucevic, à Orlando, il l'avait. Giddey, il l'avait au Oklahoma City aussi. Je vois Patrick Williams là en sortie de banque, a signé 5 ans, enfin il est sous contrat 5 ans, et on a du mal à savoir quel joueur ça peut être, c'est une déception aussi.
Bon, je suis un peu déprimé pour les fans des Bulls, parce que je vois pas trop où ça va. Ouais. En fait, je trouve ça juste que c'est dommage que tu te mettes pas. Je suis pas favorable au tanking à tous les coups, mais vu l'historique de ta franchise, donc tu vois que ta franchise elle est en train de toute façon de couler depuis 3 4 ans, elle régresse, elle stagne puis elle régresse. Donc tu es dans une position où tu peux te permettre de dire non mais là ça n'a pas marché, cette fois-ci on fait une saison de transition. Et fais-la dans l'année où il y a quand même Cooper Flag, Dylan Harper et Ace Bailey. Tu as peut-être 3 All-Stars dans les 3 premières places. C'est le moment où il faut tanker. Tu vois, c'est pas en mode ah bah non, on passe à côté. Le Jazz va être dans une espèce de. Ah, quoique au moins le Jazz est mauvais cette année. Mais le Jazz pourrait prendre une petite cartouche, tu vois. Ils ont raté un peu un petit coche. Ils ont offert un énorme contrat à Markkanen qui est en stagnation, voire régression. Il y a quand même 240 millions, je crois, un truc comme ça, à Markkanen, sur 5 ans, tu vois. Mais au moins, le Jazz est pas bon. Au moins, le Jazz Mm. est à 12-40 et va pouvoir drafter haut. Là, les Bulls, oh. Bah, le Jazz est passé à côté de la possibilité de drafter Wembanyama en commençant trop fort la saison, par exemple. Là, je pense qu'ils ont retenu les leçons, les leçons de la saison dernière. Memphis a battu Phoenix 119-112. Les Grizzlies qui s'accrochent solidement à leur deuxième place de la conférence Ouest. 26 points de Jamorant, 20 points, 20 points pour Desmond Bain. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, ce que je retiens de ce match, moi, pardon, c'est que Kevin Durant a franchi la barre des 30 000 points. C'est le 8e joueur de l'histoire. Il a mis 34 points. C'est le 8e joueur de l'histoire qui atteint la barre des 30 000 points. Et je voulais t'en parler un petit peu, Shai. J'aimerais qu'on se pose 2 minutes sur Kevin Durant, en fait, parce que Ouais. 30 000 points, mais quel héritage, en fait. C'est un mystère. Il lui reste encore quelques années pour arranger ça, mais là, en changeant d'équipe, s'il se remet à changer d'équipe, si ces dernières années, c'est dans des équipes où à chaque fois on dit waouh, ils ont Kevin Durant et d'autres gars, et où c'est des déceptions, comme Brooklyn, comme Phoenix pour l'instant, il sera très très dur à classer, Kevin Durant. Sur le talent, on l'a dit un milliard de fois, ça aurait pu être un des tout meilleurs de tous les temps. Il sera dans des stats de mecs qui sont parmi les meilleurs de tous les temps au niveau du scoring, de plein de trucs. Mais l'image qu'il va laisser pour l'instant, c'est celle d'un mec qu'aurait pu faire mieux, je pense. Bon, on se l'est posé plein de fois à différents moments, cette question. Genre, s'il va là, qu'est-ce que ça implique pour lui? On aurait l'impression d'un joueur qui aura perpétuellement été en quête de sa propre identité, qui suit, est-ce que je suis un alpha dans cette NBA? Est-ce que je veux faire ma propre équipe? Est-ce que c'est un joueur qui a beaucoup changé d'avis, de direction? Toujours avec ce que je lui reproche, et vous le savez, je le dis à chaque fois, mais ce côté, bah, je suis juste un joueur, hein, c'est pas moi qui prends les décisions là, j'ai pas d'avis sur le choix des coachs, pas d'influence sur qui vient dans l'équipe. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu et qui va pas avec le talent qu'il a. Euh, Là, je veux dire, il est encore bon à son âge et avec les kilomètres qu'il a et les blessures qu'il a subies, il est encore capable de claquer 34 points dans un match de manière assez facile, mais collectivement, par contre, il est plus capable de sauver tout seul une équipe comme il a pu le faire par le passé. En fait, quand il y avait des absents avant, parfois à Brooklyn, il arrivait à sublimer l'équipe. Je parle même pas à la OKC, évidemment, la saison où Westbrook est pas là. Il est plus capable de jouer tout seul, enfin d'être le mec qui sublime l'équipe. Je sais pas ce que c'est son avenir. On peut imaginer qu'il a pas envie de, je sais pas s'il a envie de rester dans cette situation-là à Phoenix. Ou bon, clairement, ils ont essayé un peu maladroitement de renforcer l'équipe, puis un peu maladroitement de le mettre sur le marché. Lui les a bloqués. Est-ce qu'il a vraiment envie de rester là? Et quelle est la prochaine étape? C'est Là aussi, c'est un peu déprimant parce que c'est un joueur qui aurait pu ou dû être dans un autre stade là. Enfin, tu vois, on devrait en parler direct comme un. On devrait se poser les mêmes questions pour lui que pour. Où est-ce qu'on le met quoi? Top 10, top 15 C'est. Je sais pas si on est dans ces considérations là maintenant. Moi, je vais aller plus loin. Je vais d'abord citer Danny Green. Danny Green, il dit que Kevin Durant aurait dû être le meilleur joueur de tous les temps. Et moi, je suis pas loin de partager son avis. Je pense que sur le talent pur, Kevin Durant, il aurait pu être très, très, très haut. Donc, si je reste vraiment encore une fois sur le talent, la capacité à mettre des points, Hum. la capacité à scorer, à mettre la balle dans le panier, hein, qui reste quand même l'objectif de ce sport, je pense que Kevin Durant, il aurait pu être minimum top 5 en fait. Ça aurait dû être un mec qui aurait dû être. Franchement, là, tu me demandes de faire le classement des meilleurs attaquants de tous les temps. Jordan et Kevin Durant, ils sortent trop en fait. Tu vois, c'est les deux que je mets direct tout en haut. Et Kevin Durant, ouais, sa carrière est dictée par plein de choix, par sa personnalité. Est-ce que tu vois quelque chose qui peut sauver, entre guillemets, alors ça veut rien dire, et lui te rabaissera direct en te disant, mais qu'est-ce que je m'en fous de sauver ma legacy? Mais est-ce qu'il y a un move aujourd'hui, un truc, que ce soit à Phoenix, un scénario
Ou Kevin Durant, quand il termine sa carrière, on se dit pas juste il a été fort, mais on est obligé de dire que c'est du gâchis. Est-ce qu'il est injuste? Il a gagné 2 titres, il est 2 fois MVP des finales, il va être un des meilleurs marqueurs de tous les temps. Je sais plus jusqu'où il peut monter maintenant, j'arrive pas à savoir quel est son écart avec les mecs devant lui, mais là il est 8e. Qu'est-ce qui peut sauver? Ce serait alors c'est pas tellement la legacy, c'est plus l'image qu'il va laisser aux gens. Un projet dans lequel il soit à nouveau très très fort avec et que l'équipe soit très très forte aussi jusqu'à une campagne pour le titre, ce qui n'a pas du tout été le cas à Phoenix jusque-là. Brooklyn, bon, il y a l'histoire du pied qui dépasse de quelques centimètres, mais est-ce que derrière ils vont gagner le titre? Je sais pas. Il faudrait un projet qui le rende plus sympathique parce que là les gens à un moment il avait une cote de popularité assez énorme, je pense, et après ça s'est tassé. Je sais pas ce qui peut sauver l'image. Lui, tu as raison, peut-être que lui s'en fout. Hein. En tout cas, peut-être qu'il donne l'impression de s'en foutre, mais c'est pareil. J'ai mon avis sur la question. Quelqu'un qui s'en fout vraiment de la vie des gens, il crée pas, que ce soit avec son propre compte sur Twitter ou avec des comptes alternatifs cachés, il va pas répondre et interagir avec tous les mecs qui remettent en doute sa legacy justement ou son niveau ou machin. Les mecs qui sont vraiment sur deux, ils sont au-dessus de ça, ils vont pas s'emmerder à répondre à des gens. Tu vois, ils savent. Et les gens dans le milieu, enfin, les autres joueurs savent le joueur qu'est Kevin Durant. Et les observateurs savent très bien Kevin Durant, on le dit. Tu le dis toi-même, il aurait pu peut-être être le meilleur joueur de tous les temps. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a la défense aussi. Il y a des saisons où il fait des méchantes saisons défensives et il était limite top 5 DPI aussi. Donc oui, dans tous les cas, on se dira, il avait de quoi faire peut-être mieux que ça. Ah oui, il avait de quoi faire mieux que ça, ouais, ça c'est sûr. Mais on peut pas être sûr le fait qu'il lui reste peut-être bon, je sais pas où ce sera, mais il y reste peut-être une équipe où il se sentira plus épanoui, je sais pas. Ouais, mais ça voudrait dire bouger encore, quoi. À la fin, tu vois, tu regardes sa carrière, tu vois qu'il y a eu plein de mouvements. Bon, à voir. Petite info juste pour terminer CQFR, il y en a quelques-unes. Juste, Alex Len a signé du côté des Lakers. Donc voilà, les Lakers tiennent leur pivot. Tourné à moins de 2 points et moins de 2 rebonds par match cette saison, Alex Len. Autant dire qu'il va donner 10 minutes, même pas derrière Jackson Hayes. Et encore, je suis même pas sûr qu'il joue 10 minutes. Je pense qu'il se prendra vite des did not play. Christian Wood est viré pour faire venir Alex Len. Ouais, Christian Wood aussi, la trajectoire, on en reparlera un jour peut-être, mais ouais, Alex Len, c'est ce que nous disait Théo avant de commencer tout à l'heure. Il disait, Alex Len, il s'accroche un biais, 31 ans, flop de draft, il y a choix. Ouais, alors c'était pas une draft exceptionnelle, je pense, non? C'était avec. Non, c'est 2013, je crois. C'est ouais, c'était quoi la typo, ouais, c'est 2013. C'est les Suns qui le draftent en 5, je crois. Ouais. Mais ouais, il s'est accroché. Il y a pas de moment où il est parti dans un championnat exotique où il a tenté l'Europe, ce qui est pas dégradant, hein, mais tu peux te dire au bout d'un moment il va arrêter d'insister puisque j'ai pas toutes ces saisons en tête, mais il y en a vraiment. Est-ce qu'il y en a vraiment une où il est incroyable, où il est à la hauteur des attentes? Non. Bon là, une saison à 10 points par match. Hein. Ouais, là, il leur fallait un corps capable de jouer à l'intérieur en fait aux Lakers, c'est tout. Ils ont pris le premier truc qui venait et ils ont repoussé le dossier de l'intérieur à l'été prochain. Il y en a une saison à plus de 10 points par match. Ouais, ben ça me conforte dans mon idée que ça va jouer beaucoup small ball en fait. Et que c'est pas si grave. Moi, je suis persuadé que c'est pas si grave. Juste, voilà, tu pourras pas être champion parce que de toute façon, c'est déjà parce qu'il manque de talent dans l'effectif, déjà, de une, et de deux parce qu'il y aura peut-être des match-ups trop défavorables. Mais ça va jouer avec Dorian Finney-Smith, small ball 5, LeBron James, small ball 5. Voilà, ça va jouer faux petit. C'est-à-dire qu'il y aura 5 joueurs assez grands, mais il n'y aura pas un vraiment grand, il y aura pas un pivot vraiment lourd. Ça va dépendre vachement de l'implication au rebond des 5 mecs sur le terrain. Donc, il faudra que les 5 soient super concentrés. Ça implique Luka Doncic aussi, tu vois, faire des écrans retard. Ou au moins, en tout cas, si Hachimura, Reeves, Finney-Smith, Vanderbilt s'arrachent comme des morts de faim pour faire les tâches de l'ombre, ça peut très bien marcher. Et sinon, ça va correctement, voire bien marcher, je dirais. Je mettrais ça comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a la curiosité de voir ce qu'ils peuvent faire jusqu'à la fin de la saison, mais moi aussi, on va pas y revenir 1 milliard de fois. On voit que les gens sont un peu fatigués du trade de Doncic, mais c'est le fait qu'il soit gagnant du move, comme on l'a dit, pour nous, c'est aussi sur le moyen et long terme. Hein. C'est pas juste là sur les quelques mois qui restent. Ouais, quelques mois là, c'est du bonus. Ouais. On a fait le tour.
Ah oui, Daniel Theis, sinon, qui va signer à Monaco. Voilà, ça fait un ancien joueur NBA de plus du côté de l'Euroleague et du côté de Monaco. C'est bien un ancien bourreau des Français. Qu'est-ce qui nous a fait mal, lui, sur des matchs avec l'Allemagne, entre les tomards sur Boris Dio et les victoires. C'est bien qu'ils viennent faire petite rédemption pour se faire pardonner dans le championnat français. Voilà. Yes, allez, on peut fermer ce CQFR là-dessus. On se retrouvera demain, comme d'habitude. Vous connaissez le rendez-vous. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao, bonne journée.